Semaine dans le monde, l'actualité de la semaine vue par nos éditorialistes. Et j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Sarah Daniel, grand reporter à l'Obs, Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur et fondateur du site d'information Atlantico. L'actualité de la semaine en Syrie et en Irak, c'est l'armée irakienne à nouveau à l'offensive pour chasser les djihadistes du groupe État islamique de Mossoul, la deuxième ville d'Irak qu'ils occupent depuis bientôt 3 ans. Et déjà un progrès significatif puisque 6 jours après le déclenchement de ce nouvel assaut, eh bien, les soldats de Bagdad ont enfin pris position aujourd'hui dans l'ouest de la ville, puisqu'ils avaient jusque-là libéré les secteurs orientaux. Il leur avait fallu 3 mois, Sarah Daniel. C'est un pas important qui vient d'être franchi comparativement au temps passé jusqu'à présent et aux pertes surtout occasionnées. Alors, on parle souvent de 2000 hommes, mais en réalité, dans l'eau, ce sont quand même essentiellement des combattants peshmerga apparemment et assez peu de soldats irakiens. Oui, enfin, c'est un pas prévisible. C'est-à-dire, ils ont en effet mis 3 mois, ce qui est quand même une période assez longue pour récupérer l'Est. Maintenant, tout le monde pense que la prise de l'Ouest va être beaucoup plus importante. Il y a plus de 700 000 personnes qui sont là, qu'on a engagé à ne pas quitter la ville pour ne pas créer un désastre humanitaire, mais il va falloir donc y aller rue par rue, sachant qu'il y a énormément de djihadistes qui sont dans les tunnels et qu'il y a encore aussi beaucoup d'attentats qui vont avoir lieu, et ça va être extrêmement long, oui. Extrêmement long, des combats de rue, des attaques suicides, et on en a eu à nouveau l'illustration, alors pour le coup pas à Mossoul, mais il y en a eu à la frontière avec la Jordanie aujourd'hui, 15 gardes frontières tués. En Syrie, 2 attaques, alors là à Al-Bab c'est assez significatif parce que c'est une ville qu'hier 3 groupes rebelles alliés de la Turquie annonçaient avoir reprise, que la Turquie elle-même aujourd'hui a confirmé avoir occupé à nouveau, et là on l'apprend, eh bien 42 morts ainsi que 2 soldats turcs tués dans des attaques. Ziad Limam, il faut s'attendre à une recrudescence de la part de Daesh. Les attaques suicides, elles risquent de se multiplier à mesure que le groupe État islamique perd du terrain. Ce qui est sûr, c'est il est clair que la défaite sur le terrain des structures de l'État islamique ne veut pas dire la fin de l'État islamique. Ça, tout le monde le sait. Et que la politique d'attentat, que ce soit sur le territoire des combats ou sur le grand territoire de la scène mondiale, ils auront lieu. Et que la difficulté, ça sera même plus difficile encore peut-être de neutraliser ces cellules une fois que l'appareil structuré aura été très très affaibli. Mais il ne faut pas quand même renoncer à une petite forme d'optimisme parce que la chute de Mossoul, c'est très important. Même si la situation à Al-Bab n'est pas très claire, ça veut dire quand même que l'État islamique est en recul sur une position très importante qui ouvre la voie vers Raqqa. Donc sur le plan militaire, il se passe des choses. Autre point important, l'armée irakienne, alors qu'elle soit plutôt Peshmerga ou plutôt Division d'Or ou plutôt tout ce qu'on raconte autour de tout ça, donne quand même des signes d'une certaine cohésion. Et que ces types se défilent pas au combat, ils tiennent. Il y a aussi, j'ai lu en particulier... Sauf que les Kurdes sont quand même maintenant vont être les grands perdants de cette bataille à Al-Bab, parce que c'est une bataille qui géopolitiquement est très importante, justement à cause de ce que vous disiez. Dans la Syrie. Oui, à cause de la coexistence de la Turquie et de la Syrie, et de cette alliance avec Poutine. Est-ce qu'elle va tenir? Ça, c'est une grande question. Et l'idée, évidemment, pour les Turcs, c'est de séparer ce territoire utile des Kurdes. Donc, je pense que là, on peut quand même imaginer que pour les Kurdes, c'est quand même une défaite. Le après, et tout le monde a toujours dit que le après ne changeait rien aux problèmes qui existent au Moyen-Orient depuis des années et des années et des années. La reconstruction d'un ordre oriental est une reconstruction presque impossible. Mais je vous dis, accrochons-nous aux bonnes choses. Accrochons-nous par exemple au fait qu'il y a une discussion entre le Kurdistan irakien et l'Irak. Il y a quelque chose qui se crée, il y a un dialogue puisqu'il existe même sur le plan militaire. Donc, chaque petite chose qui permet un peu de stabilité dans cette région, je pense que c'est assez utile. Et outre le fait qu'il y a le problème Poutine, il y a maintenant un problème américain. C'est-à-dire, qu'est-ce que veulent les Américains dans cette région? Les Américains, apparemment, ils ont quand même déjà pris langue avec Erdogan et ils sont en train de conforter cette alliance. Oui. Mais reste la question de l'Irak. Et voilà, le parquet national financier ouvre une information judiciaire. Alors d'après nos confrères du Parisien, donc c'est évidemment relié pour l'heure à cette source, le parquet national financier ouvre une information judiciaire sur les emplois présumés fictifs dont aurait bénéficié la famille François Fillon. Donc finalement, on passe de l'enquête préliminaire à l'information judiciaire. Pas de conséquences judiciaires dans l'immédiat finalement pour François Fillon, Jean-Sébastien Ferjou. Il n'y a pas de mise en examen si on s'en tient à ça, encore moins de convocation devant un tribunal comme on
pouvait le mise en examen ne pouvait pas être décidée automatiquement. Il faut précisément qu'il y ait un juge d'instruction qui le décide dans une affaire de cette ampleur. En tout cas, donc oui, c'est ce qui était prévu, c'est le cours naturel des choses. Les avocats de François Fillon vont pouvoir à nouveau contester la légitimité ou la validité juridique de l'enquête. Et puis ensuite, en fonction de la décision sur l'enquête, on verra effectivement s'il est mis en examen ou pas. Oui, en tout cas, ce qui aurait pu arriver aussi, c'était une citation directe comparaître. Ce qui n'est pas le cas. Bon, on va mettre ça de côté, on attend effectivement d'avoir plus d'éléments, mais on revient donc à notre sujet. Et ici même en France, on apprenait en une du Monde cette semaine que du côté de l'Élysée et de Matignon, on fait tout pour éviter le retour de ces ressortissants partis combattre dans les rangs de Daesh ou d'autres groupes rebelles d'ailleurs. On va le voir sur ces... Voilà, c'était la manchette du Monde. Paris ne veut pas le retour des djihadistes français capturés en Syrie et en Irak et tente éventuellement par tous les moyens de s'y opposer. Jean-Sébastien Ferjou, comment on peut éviter concrètement? D'abord, le retour, il est inévitable aujourd'hui avec le recul du groupe État islamique. Et comment on peut l'éviter concrètement? On sait qu'il y a eu des éliminations ciblées ordonnées par l'Élysée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement la méthode privilégiée, sachant qu'il y a quand même des familles en France qui attendent des nouvelles de leurs proches partis combattre et qui espèrent toujours une déradicalisation dont on a appris aussi, on s'en doutait, mais enfin ça a été avéré cette semaine par un rapport sénatorial qu'elle n'a clairement pas porté ses fruits en France. Parce qu'il aurait été étonnant que ce soit le cas. De toute façon, ça ne peut être, ce sont des parcours individuels et il faut énormément de temps. Et puis je pense que la prévention est d'ailleurs plus utile ou peut porter plus de résultats que la déradicalisation en elle-même. On a vu dans un autre registre cette semaine quelqu'un qui avait été détenu à Guantanamo, en Britannique, ensuite indemnisé par l'État britannique pour sa détention à Guantanamo et qui s'est fait sauter dans un attentat suicide en Syrie ou en Irak. Donc on voit bien que de toute façon les espoirs de déradicalisation, effectivement, quelles que soient les méthodes mises en œuvre, ils sont assez faibles. Maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution parce que ça pose des problèmes légaux, évidemment. Il y a les éliminations ciblées, mais enfin, c'est pas si simple que ça parce qu'on n'est pas non plus dans une série américaine où il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, vous avez détecté que là, à tel endroit, il y avait un Français et que voilà. Donc, il y a la politique a été mise en place avec la Turquie. Particulier en plus sur les enfants dont on ne parle pas parce que c'est un sujet tabou et que moi j'ai pu voir il y a 3 semaines quand j'étais en Irak. Les enfants nés là-bas, vous voulez dire, qui du coup se retrouvent sans nationalité. Il faut savoir le lavage de cerveau qu'ont subi ces enfants. On voit les dessins qu'ils ont faits. Enfin, je veux dire, ils sont nourris quand même d'une idéologie guerrière. Ils ont parfois joué avec des têtes, fait des décapitations. Et ces enfants-là, on va pas les éliminer, on va les ramener. Si on peut pas les déradicaliser, on va avoir aussi parce potentiellement il y a les mères des enfants. C'est une bombe à retardement. Je suis assez impressionné par la manchette du Monde, enfin par ce que pensent certains au pouvoir, de dire qu'ils vont empêcher des citoyens français, quels qu'ils soient, de revenir en France. C'était finalement la logique de la déchéance de nationalité. Alors soit on change la loi, on trouve une solution, soit on... Là, c'est un peu au-delà de la déchéance de nationalité, mais je veux dire, c'est la déchéance de vie. Ça me semble certes... Enfin, je veux dire, je me mets à la place des gens qui réfléchissent. Effectivement, si on pouvait les atomiser dans un dessert en Syrie, ça serait mieux. Mais c'est totalement illégal. C'est peu probablement amoral. François Hollande l'a sans doute fait sur certains membres du groupe État islamique, dont certains devaient être français. C'est pas nécessairement illégal. On peut aller vers des définitions à la George W. Bush, les ennemis combattants, on peut trouver un truc comme ça, on peut créer notre petit Guantanamo à nous. Enfin, je veux dire, on voit très bien où ce genre de raisonnement mène. Il y a déjà des prisons où ils sont détenus. Je suis bien d'accord, et je suis d'accord avec vous deux que c'est un casse-tête absolu, mais c'est un casse-tête que, d'abord, il n'y a pas que les Français, il y a les Belges, il y a les Allemands, il y a les Italiens, il y a les Tunisiens. Tous ces gens circulent quand même de manière plus ou moins facile. Donc on aura beau mettre nos Français dans un désert en Syrie, ça n'empêchera pas un radicalisé allemand de passer la frontière ou un Tunisien de prendre un bateau. Donc je veux dire, ça me semble être un problème global pour nous tous, mais pas un problème individuel de la France de son côté. On tire quelle conclusion du rapport d'Esther Benbassa sur l'échec de la déradicalisation? Moi, j'aurais pu vous le dire, que circulant beaucoup au Moyen-Orient, la déradicalisation, ça ne marche pas. Vous avez cité ce cas de ce détenu à Guantanamo qui avait récidivé, mais il n'y en a pas eu un, il y en a eu des dizaines. Et l'Arabie Saoudite, je crois... Ça ne marche pas dans quelques cas ou ça ne marche jamais? Parce que finalement, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a mis en œuvre aussi les méthodes, les centres de déradicalisation, dans l'espoir que ça marche sur quelques-uns. Mais leur dire quoi? Enfin, c'est quoi précisément cette
déradicalisation, c'est très étrange. C'est avant qu'il faut le faire. Ce qui peut marcher éventuellement, il y a des associations qui s'en occupent, comme celle de Guillaume Denoy de Saint-Marc, par exemple, vous savez, qui est l'association des victimes du terrorisme, et qui vont dans les prisons avant, qui essayent de créer des dialogues, justement en amenant des victimes et en se plaçant pas sur un terrain de lavage de cerveau, de rééducation idéologique, mais en cherchant à créer un discours humain. Mais quelqu'un qui est déjà vraiment radicalisé, c'est quasi impossible. Cette erreur, on a toujours pensé que les djihadistes étaient fous. Et donc, on allait quelque part... qu'ils étaient embrigadés. C'était la logique de Dounia Bouzar, qui est très critiquée aujourd'hui, parce que notamment, elle a fait venir à ses côtés Farid Benyetou. Mais le fait est que sa logique, c'était de dire on a face à nous des individus embrigadés dans une logique sectaire, dans une déviance sectaire, et on doit pouvoir trouver les moyens de les mettre en face de leurs incohérences. Libre de penser, d'adhérer à une religion religieuse, et que c'est un peu compliqué de leur dire tout d'un coup... Là, c'est au-delà de la religion, parce que personne ne cherche à les convaincre de ne pas être musulmans. Chercher à les convaincre de ne pas être djihadistes, c'est pas la même chose. De passer à l'acte djihadiste, bien sûr. Je pense que quelqu'un qui est allé aussi loin dans une démarche guerrière, suicidaire, terroriste, on peut difficilement le ramener à une réalité dans une espèce de maison de campagne avec des arbres et en lui expliquant que la vie en Occident, ça va être génial et qu'il va retrouver une place. Je pense que ce que tu disais sur la prévention, c'est très important parce qu'on voit très bien les moments dans l'histoire. Parce que chaque histoire est particulière aussi, ce qui rend cette démarche. Mais il y a un point commun toujours, c'est la blessure narcissique dans le développement personnel. Ouais, je sais pas, ça me semble un peu freudien, mais bon. Non, mais c'est ce que disent les experts du sujet. C'est un phénomène incroyablement complexe. Souvent, bien sûr, mais le profil. Ziad Lima, on écoute. Par exemple, quand on a fait, dans le cas de la Tunisie, qui est très intéressant, on s'est aperçu que c'était pas un problème social. On s'est aperçu qu'il y avait des djihadistes qui venaient certes de milieux sociaux très défavorisés, mais on s'est aperçu qu'il y avait des djihadistes qui venaient de milieux soi-disant middle class, intégrés, qui avaient fait l'école, qui avaient fait etc., et qui ont basculé, soit parce qu'il y a eu les terroristes du 11 septembre étaient pour l'essentiel des diplômés issus de familles. Soit parce qu'il y a eu, dans le cas de la Tunisie, un cas très particulier qui est une politique répressive où il y a mis beaucoup de gens en prison pour des histoires de drogue douce, etc. On a peuplé les prisons de gens jeunes qui s'auto-radicalisent ensemble, qui veulent détruire un système. Donc il y a tellement d'histoires particulières que c'est difficile de faire un schéma. Mais la prévention, le repérage des cas, je pense que c'est extrêmement important. Et de voir comment, chaque fois qu'on voit quelqu'un qui est en train de basculer, comment on peut essayer de le récupérer avant les passages à l'acte. Parce que le passage à l'acte, ça crée aussi des devoirs judiciaires. Quand vous avez tué, quand vous avez fait ceci, quand vous avez traversé des frontières illégalement, quand vous avez porté des armes, vous avez un casier, enfin vous avez des comptes à rendre, donc c'est pas non plus évident de dire à ces gens-là, ça va aller mieux. Mais c'est précisément pas aussi simple que ça, parce que encore faut-il être capable de qualifier les faits, parce qu'on ne sait pas ce que font. Alors pour quelques-uns qui sont très identifiés, dont on sait qu'ils sont des combattants, quelqu'un qui est parti en Turquie ou en Syrie, non mais juridiquement c'est compliqué. Oui, et même dans la prévention, en droit français, c'est de pouvoir les qualifier par exemple de haute trahison. Oui, et même dans la prévention, l'arsenal, on le voit, peut être contesté par les plus hautes juridictions françaises, avec par exemple le délit de consultation de sites djihadistes qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc on voit que là aussi les armes du pouvoir sont quand même assez limitées. Qui reviendra probablement dans une autre loi, même si à mon sens c'est un peu absurde de toute façon, parce qu'on pourra toujours essayer d'empêcher, ça ne changera rien. Si ça n'est plus sur Internet, ça se fera sur des disques durs ou avec des DVD. Comme Khosrow-Khavar ont montré que les foyers djihadistes étaient principalement dans les prisons, donc de toute façon le fait de les mettre dans un univers carcéral ne règle absolument pas le problème. Farhad Khosrow-Khavar, ou de les isoler. Ça, il y a eu des tentatives pour les isoler. Laure Sibouès. Ouais, moi, je profite puisqu'on parle de déradicalisation, pour vous raconter très rapidement. Pour nous radicaliser. Que depuis 2015, suite aux attentats, notamment de janvier, Cartooning for Peace et le ministère de la Justice français, on a convenu d'un accord, et que depuis peu, les dessinateurs membres de Cartooning for Peace interviennent auprès des détenus. Certains, donc à notre petit niveau, on contribue à la déradicalisation, précisément en leur mettant des dessins entre les mains. Des caricatures. C'est se mettre un peu dans la gueule du loup. Je vous assure que ça marche. D'abord, on a affaire à des détenus qui sont d'abord
extrêmement informés parce que évidemment ils ont le temps de lire les journaux, donc on se rend effectivement compte qu'il y en a beaucoup qui sont évidemment très très informés et très éduqués, et puis on se rend compte qu'en fait ça détend un petit peu les tensions, et que les choses se disent, le débat vous direz ça aux journalistes de Charlie Hebdo, mais on parle souvent avec eux, et puis il est même pas impossible que nos chers amis de Charlie Hebdo viennent intervenir dans les prisons avec nous, figurez-vous. On va voir. Mais pour en revenir à l'État islamique, simplement montrer ce dessin de Emma Dajjaj, dessinateur jordanien pour Kegel Cartoons, puisque Mossoul a été évidemment, les dessinateurs ils sont complètement on va dire surtout impliqués dans la guerre, et puis les victimes de la guerre, quoi. C'est ce qui les mobilise. Donc évidemment on a des dessins, puis alors ce dessin aussi de Khalil, dessinateur palestinien pour Al-Quds sur Genève, où d'un côté, donc c'est un dessin qui se lit de droite à gauche, d'un côté on voit les négociateurs à Genève, et puis après on voit Mossoul sous les bombes, gaz chloré sur Damas, dit ce dessin. Et puis enfin, tu le disais tout à l'heure, Ziad, on sait bien que l'enjeu, évidemment, est grand pour arriver à des accords, et que l'ONU reprend péniblement la main sur un accord qui avait été trouvé entre la Turquie, la Syrie et puis Poutine. Et puis voilà, on se demandait l'inconnu, la diplomatie américaine. Et voilà, on a ce Trump Vladimir Poutine qui regarde le journal. Trump part en sucette. Ce type commence à me faire peur. Voilà, c'est une inconnue aussi. On va peut-être enchaîner par quelques dessins d'un sujet qu'on n'aura pas le temps d'aborder malheureusement, mais sur lequel vous aviez préparé des caricatures. C'est Donald Trump, une fois de plus, sans doute le meilleur sujet du monde en ce moment pour les caricaturistes, avec de nouvelles contradictions entre ce qu'il nous dit lui, notamment en matière d'immigration, avec ses menaces de mur, qui d'ailleurs est en train de mettre à exécution en ce moment, puisqu'il nous dit que la construction est en avance sur le calendrier prévu, les expulsions massives, et puis son nouveau secrétaire d'État Rex Tillerson et la personne en charge de la sécurité nationale qui se rendent, eux, au Mexique, et qui montrent patte blanche aux autorités mexicaines. C'est une grande telenovela qui s'amorce entre le Mexique et les États-Unis. Alors, on donne la priorité à nos dessinateurs mexicains. Vous savez qu'au Mexique, il y a une grande tradition du dessin de presse. Ils ont des traits, ils ont un talent extraordinaire. Donc, on commence par ce dessin de Darío, dessinateur mexicain pour El Imparcial. On voit effectivement, évidemment, la disproportion entre le géant états-unien face au petit mexicain. Mais attention, il faut se méfier du Mexicain qui dort, si j'ose dire. Mais pourquoi ? Parce que quand on zoome, on voit qu'il tire sa langue. Alors évidemment, il y a cette disproportion, mais il faut faire attention. Cet autre dessin de Rodriguez, un autre dessinateur mexicain pour Cartoon Movement, l'épouvantail Trump ne semble pas épouvanter le petit corbeau mexicain qui le regarde comme ça au pied de la frontière, même pas peur. Bad hombre, dit l'un, puisqu'on sait que Trump a accusé les Mexicains de bad hombres. No gringo loco, dit l'autre. Bref, même pas peur. Alors, ce qui est intéressant quand même dans tous ces dessins, c'est de voir toujours ce jeu de disproportion. On a le géant Trump, et puis les Mexicains qui ont une taille beaucoup plus réduite. Et là, voilà, on a le rouleau compresseur Trump qui était prêt, disait-il, à faire descendre les militaires dans la rue s'il fallait expulser les Mexicains sans papier sur le territoire états-unien. Cet autre dessin aussi très intéressant de Paresh, dessinateur indien, qui pose quand même une question. Qu'en sera-t-il du coup de tous les accords qui lient les deux pays voisins malgré tout, donc plan anti-mexicain, règles de l'Organisation mondiale du commerce, relations bilatérales, échanges, protection de l'environnement. Évidemment, le Mexique a beaucoup à perdre, mais les États-Unis aussi. Absolument. Merci beaucoup, Laure. Merci également à Sarah Daniel, à Jean-Sébastien Ferjou et à Ziad Limam d'avoir été avec nous pour une semaine dans le monde. La suite de l'actualité, cette fois vue du net, c'est tout de suite un œil sur les médias.
L'actualité vue du net, un œil sur les médias. Et mon micro est allumé. Mais oui, il est allumé. Marine Le Pen, donc, a refusé, on l'a appris aujourd'hui, d'être entendue en milieu de semaine par les policiers qui enquêtent sur cette affaire d'emploi présumé fictif. Il est sûr qu'elle a employé sa chef de cabinet et son garde du corps comme assistant parlementaire à Strasbourg et à Bruxelles. Toute la question, évidemment, c'est de savoir quelle est la réalité du travail accompli. Oui, et son avocat demandait ce matin une trêve judiciaire pendant la campagne électorale. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'elle avait rappelé chez nos confrères de TF1 mercredi. Pendant le temps de la campagne, il faut répondre aux préoccupations de la campagne. Écoutez. C'est quand même assez étonnant que brutalement, 2 mois avant la présidentielle, il y ait cette très forte activité judiciaire. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité, et donc elle ne doit pas venir perturber pour une enquête qui pourrait très bien se dérouler plus tard, qui aurait d'ailleurs dû se dérouler bien avant la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays, et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient. De quoi contraster avec ce qu'elle disait en 2004. À l'époque, Alain Juppé était condamné dans l'affaire des emplois fictifs de Paris 2 mois avant les élections régionales. Et à l'époque, eh bien, les Français devaient connaître les affaires. Petite piqûre de rappel, écoutez. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Oh mais non, c'est pas très grave. À la limite, les Français en ont marre. Mais les Français n'en ont pas marre d'entendre parler des affaires. Ils en ont marre qu'il y ait des affaires. Ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent. C'est scandaleux. Et scandaleux, c'est aussi le sentiment des internautes qui ont regretté qu'elle ne réponde pas à la convocation de la police. Certains ont d'abord fait le parallèle avec l'affaire Théo lorsqu'elle disait soutenir par principe la police, mais pas au point de la laisser l'interroger pour cet internaute. D'autres ont surtout réagi sur le fait qu'elle jouait de son immunité parlementaire de députée européenne pour celle qui érige l'anti-système au plus haut point. C'est le cas de cet internaute. C'est amusant quand ça l'arrange. Le Parlement européen devient son meilleur ami. Barnabé, de son côté, estime que profiter pour éviter la justice, les masques tombent toujours plus bas pour Le Pen. Ou même cet autre internaute, quand un politique pour seule défense se réfugie derrière une immunité, est-ce un aveu de culpabilité? Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, Bernard Cazeneuve, estime que la candidate n'est de toute façon pas au-dessus des lois. Et puis, il y a eu aussi le fait qu'elle compte répondre après les élections. Ça n'a pas échappé non plus aux internautes. C'est un élément de langage qui était un petit peu résumé par ce journaliste du Figaro. En cas de victoire, elle bénéficierait de l'immunité présidentielle et en cas de défaite, de l'immunité parlementaire. Une manière de dire que, quelque part, elle a l'air intouchable. Elle gagne à tous les coups. Voilà, merci beaucoup Anthony. Merci à nouveau à nos débatteurs du jour. On se retrouve dans un instant, enfin pas nous, mais France 24 reste pour un nouveau journal. C'est tout de suite.